Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans les titres. Un point sur le virus Schmallenberg qui touche les élevages et ce premier cas de transmission suspecté à un élevage bovin en Touraine. Jusqu'à maintenant, seuls les moutons dans la région étaient concernés. La semaine du développement durable et ce projet d'arrêté qui obligerait commerces et bureaux à éteindre leur lumière de 1h à 6h du matin. Nous irons voir les commerçants tourangeaux pour savoir ce qu'ils en pensent. Et puis cette autre initiative, implanter des chèvres à la Gloriette. Cela sera effectif pour 2013-2014. Mais ce week-end, les tourangeaux ont eu un aperçu. Et puis samedi, les rues de Tours étaient en fête. Le carnaval de Tours a réuni environ 2500 personnes dans le vieux quartier, mais aussi dans les prébendes. On ouvre ce journal avec un point sur le virus Schmallenberg, une source d'inquiétude pour les éleveurs. Depuis qu'il a fait son apparition en Allemagne en 2011, il progresse en France et dans la région. À l'origine, seuls les moutons étaient touchés, mais un premier cas vient d'être constaté, ou en tout cas suspecté en Indre-et-Loire, au sein d'un élevage bovin. On fait le point avec Jérôme Alain. Le virus de Schmallenberg, découvert outre-Rhin dans la commune du même nom, refait parler de lui. En Touraine, un premier élevage bovin vient d'être détecté. Le virus ne touche que les ruminants et après 8 élevages ovins touchés en Indre-et-Loire et 1 en Loire-et-Cher, c'est donc au tour des bovins d'être atteints. Le virus n'est pas dangereux pour l'homme. Les symptômes sur les ovins, caprins et bovins se manifestent par une diarrhée, mais peut être plus sérieux, notamment pour les femelles gestantes bovines. Le virus a un tropisme sur le fœtus, donc sur le bébé à l'intérieur de l'utérus, et il va y avoir donc il va entraîner des dysfonctionnements et après des malformations. Donc il attaque le cerveau et les animaux vont donc être malformés, soit vont ne pas aller jusqu'à terme, donc ce qu'on appelle l'avortement, soit vont naître de manière déformée et ne seront pas viables. Et en cas de complications, on comptabilise près de 20% d'avortements. En France, 46 départements sont déjà touchés par le virus, un peu plus d'1 millier contaminés à plus ou moins grande échelle. L'origine du virus serait due à un moustique ou à un insecte. Aujourd'hui, la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire indiquait que des cas de suspicion auraient été relevés ces derniers jours sur des bovins. Pour le moment, il est encore bien trop tôt pour parler de vaccin, le virus ayant fait son apparition dans l'est de la France fin janvier dernier. On inaugure aujourd'hui la 10e semaine du développement durable, l'occasion de sensibiliser jeunes et moins jeunes sur les enjeux d'un développement respectueux de l'homme et de la nature. C'est dans ce contexte que le gouvernement réfléchit à une mesure, l'obligation d'éteindre les lumières des magasins et des bureaux de 1h à 6h du matin. Objectif, réduire la consommation d'énergie. La loi a déjà été votée, le décret vient d'être publié, manque plus que l'arrêté. Alors quel état des lieux à Tours et quelle réaction des commerçants ? Eh bien, on voit cela avec Gaël Poulain et Lucie Sissoni. Chez cet opticien de la rue Nationale, éteindre les enseignes et vitrines la nuit, ce n'est pas une révolution, mais une habitude. D'aussi loin que le propriétaire s'en souvienne, les lumières ont toujours été coupées de 22h à 7h du matin grâce à une minuterie. Un acte citoyen selon ce commerçant qui réalise également quelques économies. Pour donner un exemple, je pense que ça doit représenter l'économie peut-être de 2 fers à repasser d'une ménagère qui laisserait allumer pendant toute la nuit. Donc sûrement quelque chose qui doit se situer entre peut-être 3 et 4 000 watts. Donc ce n'est pas si innocent que ça. Et dans le centre-ville, les mauvais élèves se font rares. De nombreuses boutiques s'éteignent en effet aux alentours de 22h. Trop tôt peut-être, selon le président de l'UCAT, qui prend alors la question à l'envers. Car s'il est favorable au décret, il souhaiterait que les vitrines soient systématiquement allumées le soir, histoire de faciliter le lèche-vitrine d'après-dîner. Je pense que oui, c'est un petit peu dommage lorsqu'un commerçant ferme sa boutique à 19h, 19h30, de tout éteindre et laisser la boutique dans le noir. C'est dommage parce qu'en fait on a beaucoup de gens qui se promènent, on a beaucoup de gens qui vont au restaurant ou qui sortent et qui peuvent profiter un petit peu de leur va-et-vient pour voir les vitrines. Allumer plutôt qu'éteindre, l'application du décret ne devrait donc pas poser problème dans les rues commerçantes du centre de Tours. Certains poussent même la réflexion encore plus loin en évoquant par exemple l'extinction des monuments.
Nous vous en avions parlé, une exploitation caprine va bientôt s'installer sur la plaine de la Gloriette à Tours, en pleine agglomération. On parle de fin 2013 ou début 2014 et les Tourangeaux ont eu un avant-goût hier. Une quinzaine de chèvres étaient présentes. À terme, ce sont 80 chèvres qui prendront place sur ces étendues de terre. Une ferme qui aura également une dimension pédagogique et commerciale. Il y a aussi une activité, on va dire, pédagogique ainsi que commerciale qui va s'y développer puisque la personne qui s'installera, en l'occurrence un éleveur professionnel, aura pour mission de développer des ateliers tout public, adultes et enfants, et aussi pourra vendre ces produits qui auront un label bio. On va avoir des chefs qui vont remplacer nos tondeuses et qui éviteront de d'émettre dans l'atmosphère tout un tas d'énergies fossiles qui sont polluantes et totalement inutiles par le fait. Une victoire pour le Tours FC vendredi soir qui recevait Angers pour le compte de la 30e journée de Ligue 2. Score final 1-0 grâce à une frappe de Diego. Le Tours FC remonte ainsi à la 6e place du classement à 4 points du 3e. On revient sur ce match avec l'entraîneur du Tours FC, propos recueillis par Romain Delbine. Comme ça, on a eu des occasions. On a aussi eu un penalty qu'on avait raté. Bon, alors il faut revoir les images, mais pour nous, sur le banc, c'était un penalty sur Diego. Bon, après, il a marqué de 30 mètres. Alors, bon, c'est Diego, c'est clair, on le connaît. Merci Diego, sinon on aurait fait 0-0. Mais quand même, je crois qu'avec la deuxième mi-temps, c'était mérité. Une bonne nouvelle pour le club de basket l'ADA Blois. Le Finlandais Ville Konisto vient de signer pour 2 ans supplémentaires avec le club. Voilà qui le portera jusqu'à la fin du championnat 2013-2014, que ce soit en National 1 ou en Pro B. Il est considéré comme le meilleur joueur de National 1 actuellement. Les sports extrêmes ou violents en plein boom et un focus ce soir sur le free fight. Cette discipline qui se rapproche de la boxe thaï attire de plus en plus d'adeptes. Une compétition était organisée samedi soir à Tours. L'occasion de s'y intéresser. Brian Bock. Mélange de jiu-jitsu et de boxe thaï, le free fight est un sport de combat mixte. Les combattants luttent au corps à corps avec des techniques de percussion, entendez par là des coups. Mais attention, justement, tous les coups ne sont pas permis. Dans les yeux, saisie des cheveux, tout ça, c'est interdit. Maintenant, tout ce qui est autorisé, c'est toutes ces techniques comme la boxe thaï en fait, les techniques de lutte pour amener au sol. Et après, tout ce qui est soumission au sol, c'est les techniques de jiu-jitsu en fait. Chez nous, on peut gagner un combat sans avoir donné les coups. On peut l'amener directement au sol adversaire et on peut le soumettre. Les combattants de free fight se battent dans un octogone qui est en fait une cage fermée. Les points sont calculés en fonction des différents coups donnés. Ce sport demande au juge une attention particulière. On juge aujourd'hui à la touche, c'est-à-dire que c'est une frappe qui doit être une frappe nette, propre, et une frappe qui touche réellement le combattant, pas simplement à la touche. Donc oui, c'est assez difficile, il faut avoir un peu l'œil, il faut avoir pratiqué, je pense aussi un petit peu pour bien sentir les coups qui sont des coups propres, des coups nets, et puis ça va très très vite. Si ce sport peut paraître violent au premier coup d'œil, les spectateurs semblent y trouver leur compte. C'est aussi pour ça qu'on vient, c'est pour ça qu'on vient et c'est aussi pour ça qu'ils en font. C'est parce que c'est violent. C'est le but du jeu. Tant qu'il y a des règles imposées, un arbitre pour diriger, le respect des combattants qui font pas ça dans la rue, ça, pour moi ça va. Encore peu de médiatisation et pas encore de fédération. Le free fight est un sport de combat qui demande à être connu. Phénomène de mode ou pas, il y aurait près de 3000 personnes qui le pratiquent en France. À titre de comparaison, en boxe française, on compte aujourd'hui plus de 42 000 licenciés. Et on termine ce journal avec de belles images colorées, celles du carnaval de Tours. Samedi, environ 2500 personnes ont participé au défilé. Le cortège a relié la place de la Victoire dans le Vieux-Tours au jardin des Prébendes. Images commentées et réalisées par Brian Bock. Allez, c'est parti, et en musique. Le carnaval de Tours a pris place dans la vieille ville. Joyeux fanfarons se baladent sans crainte sous le géant Pantagruel, accompagné d'étranges personnages. La fête bat son plein. Bah, y a des pieds partout. C'est pas normal, il y a des pieds partout. Et là, il y a un micro.
C'est pas un pied, ça! Plus loin, prenons un peu de température dans un monde étrange avec des musiques tout droit venues du soleil. On se tortille le corps au son de la batucada. Super. Mais attention, sur la route, un animal ne semble pas très commode. On n'est pas français. Allez, passons, ne prenons pas de risques. À la fin du cortège, 2 jolies princesses se font remarquer. Personne n'est venu déguisé en prince et du coup là, il n'y a rien à faire. Je crois que je vais devoir les ramener. Ah là, on l'a pas trouvé, hein. Attends, mais chou blanc. Chou blanc, chou blanc. On a tout l'attirail, on a le chou vert, les carottes. Très coloré, très agréable, bien déguisé. Très bien. Et les gens sur les chasses, là, les loups-garous, c'était super sympa. Ouais, c'est super, j'adore. J'adore. Le cortège, plein de bonne humeur, continue ainsi son chemin dans une ville où le temps s'est arrêté. Et c'est ainsi que se referme cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue tout de suite avec notre invité. Et ce soir, nous parlons de l'autisme, un trouble du comportement qui concerne en France environ 100 000 personnes. Restez avec nous.